Le regroupement général des Sénégalais du Canada d'avoir bien voulu m'inviter, l'association des étudiants sénégalais au Canada, mais aussi nos amis de Halima.com avec qui j'ai beaucoup travaillé et que je viens seulement de voir aujourd'hui physiquement. Voilà, donc vraiment je m'excuse aussi de ce retard qui vraiment, je crois que ce n'est pas peut-être de ma faute, je ne connais pas le pays. J'ai été accueilli par des amis qui m'ont mis dans leur programme. Et moi, j'ai fait que subir, en fait, des aléas d'organisation. Je suis vraiment désolé, je sais que ce n'est pas très poli à l'égard de la communauté. Je m'excuse, je présente toutes mes excuses à la communauté, aux gens qui sont là depuis très longtemps, connaissant les engagements que vous avez ici. Donc pour parler de modèle islamique sénégalais à l'épreuve du radicalisme, je crois qu'il y a là une histoire entre un peuple sénégalais ou africain avec l'islam. Cette histoire elle est belle, mais elle est compliquée, mais aussi elle est préoccupante. Pourquoi? Déjà, lorsqu'on parle de modèle, je le dis bien parce que certains procès ont été faits par un collègue de Suisse. Je ne suis pas dans une forme d'idéalisation de quoi que ce soit, ni d'essentialisme en disant qu'il y a un modèle sénégalais, islamique, etc., tout en sachant que l'islam a une connotation plutôt universelle, mais avec des déclinaisons particulières pour certaines sociétés arabes, turques, indiennes, etc. Mais malheureusement, on refuse aux Africains leur propre expression de cet islam. On reviendra sur ce débat-là. Et quand je dis islamique aussi, je ne parle pas d'une religion monolithique, je parle de réalités diverses. De réalités diverses, c'est-à-dire que tout cet héritage, tout ce patrimoine historique, depuis 610, le début de la prédication, jusqu'à 622, la période de Médine de 622 à 632, donc au temps du prophète, les 4 califes de 632 à 661, puis maintenant l'époque de Damas, à partir de 661 jusqu'à 750, avec l'établissement des Abbassides jusqu'à 1258, puis après l'époque des Mamelouks, etc., l'arrivée des Ottomans, qui ont perduré quand même jusqu'à 1922 avec la fin de l'Empire ottoman avec Mustafa Kemal Atatürk et le dernier calife Abdelhamid II, comme vous le savez. Donc c'est une réalité diverse. Vous voyez déjà que rien que là, c'est quelque chose de très diversifié. Donc on ne pourrait pas parler d'un islam de manière monolithique en disant que c'est une religion qui est uniforme, mais qui, à mon sens, revêt des réalités diverses. Quand je parle de modèle, c'est donc un mode d'expression parmi d'autres, avec ses spécificités dont chaque trait rappelle l'universalité de l'islam en tant que tel. Comme vous le savez bien, c'est de la tautologie presque de dire que l'eau prend la couleur du récipient qui la contient. Si on le dit comme ça, avec cette image, je pense que c'est beaucoup plus compréhensible. Et qu'en général, j'ai l'habitude de définir l'islam comme une forme de train de civilisation qui partirait de la Mecque ou de Médine, je ne sais où, mais qui, à chaque gare où il s'arrête, cet islam, c'est-à-dire à chaque société, chaque culture, embarque avec lui les meilleures vertus, les qualités, etc., et continue. Et que ce train a dû s'arrêter en Afrique, aussi qu'on accepte que les Africains aussi ils chargent quelque chose dans ce train-là. Malheureusement, c'est ça tout le problème qui aujourd'hui se pose jusqu'à ce qu'on assiste à ces événements malheureux au nord du Mali où on a vu détruire ce qui pourrait symboliser la contribution africaine à la construction de la civilisation islamique. Tombouctou, qui était le centre de gravité de l'islam dans l'espace sahélo-saharien à partir du XIVe siècle jusqu'au XVe siècle, qui, à un certain moment du Moyen-Âge, Tombouctou avait été un centre universitaire rayonnant qui avait même plus d'étudiants que la Sorbonne à l'époque. Et donc l'Afrique avait des sources de savoir islamique que les gens venaient chercher, qui pouvaient inspirer aussi le monde islamique. Et je crois que donc le procès qui est fait parfois de manière très malveillante, d'opposer les Africains et les Arabes, d'avoir un esprit colonisé, ou d'être quelqu'un dont la pensée serait dictée de Washington ou de Paris, bon, et j'en passe. Je pense que c'est simplement une incompréhension autour de ce que je veux dire. C'est-à-dire que pourquoi
dans toutes les civilisations persanes, hein, Rumi, avec ses Masnavi, les poètes persans, les Turcs, les Mamelouks, les Indonésiens, que tous ces gens-là puissent apporter quelque chose à l'islam et que cette chose-là soit comptée dans le patrimoine de l'islam. Et que lorsqu'il s'agit de l'Afrique, cela pose problème. C'est cela que j'appelle, où j'ai parlé de musulmans de seconde zone, dans une certaine perception, notamment venant du monde arabe, et qui serait à l'origine d'un certain paternalisme. Maintenant, parlant de modèle, je pense qu'il y a le combat que j'ai mené jusqu'ici, c'est le combat sur l'universalité, parce que vouloir rappeler la nécessité d'accepter notre spécificité au sein de cette globalité universelle de l'islam n'est pas de l'essentialisme, n'est pas ôter à l'islam son caractère universel, mais tout au contraire. Et étant conscient, nous le savons tous, que ce Sahara-là, qui ne sépare, j'adhère pas à une certaine géopolitique développée par un certain Yves Lacoste en parlant d'Afrique noire, Afrique blanche, comme s'il y avait une étanchéité entre les deux blocs et que le Sahara était comme ça une barrière. Je pense qu'il y a eu des interactions au sein du Moyen-Âge qui sont passées et qui méritent d'être rappelées aujourd'hui et qui ont forgé ces relations, ces rapports, ces interactions qu'on découvre aujourd'hui malheureusement suite à la crise malienne et à ces malheureux événements qui sont dans le Sahel. Car le Sahara, comme je le dis souvent, n'a jamais été cette barrière infranchissable, mais plutôt une forme de mer intérieure qui a toujours invité à passer d'un rivage à un autre. On peut revisiter cela pour dire toujours que les Africains étaient en interaction avec le monde musulman et le monde arabe à égale dignité. À égale dignité sur le plan de la respectabilité, de la maîtrise des savoirs islamiques, mais sur le plan de la respectabilité aussi au niveau de la rigueur même scientifique. Je vous renvoie à un ouvrage qui s'appelle Min A'lami Tawassul Bayna Bilad du Soudan au Bilad du Maghreb, qui est un ouvrage sur les relations qui sont forgées entre les deux rives du Sahara. Mais malheureusement, il y a eu des événements qui nous marquent. Quand j'ai vu ce qui s'est passé au Tombouctou, je me dis, tiens, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle donc tout un imaginaire du monde arabe sur l'Afrique qui, à mon avis, s'est matérialisé encore dans sa version du XXIe siècle. Ibn Khaldoun, quand vous le lisez dans sa Muqaddima, il dit que voilà, bon, l'intelligence des gens, leur aptitude à réfléchir dépend de leur situation d'après l'équateur ou le climat. Bon, les pires encore, bon, je schématise. Il a parlé des Berbères, mais aussi il parle des Négro-Africains en disant que c'était des sauvages, ils n'avaient aucune notion de religiosité ni de spiritualité. Le mot civilisation chez eux était quelque chose d'absent, etc. Et on voit ces mêmes thèses se répéter si l'on prête attention par exemple à cet événement qui s'est passé. Pas loin de Tombouctou, à Gao, à côté de Gao, dans la bataille de Tondibi, en 1595, lorsque le sultan marocain, Al-Mansour, est venu dire à la fin du 15e siècle, 1595, en disant « je vais islamiser Tombouctou ». L'empire Songhai. Il avait lu certainement, la motivation n'était pas l'islamisation. Là encore, on voit une permanence. La permanence, c'est que l'Afrique, ses richesses ont toujours causé des problèmes à l'Afrique. Il avait lu les chroniques de Kanka Moussa, qui avait son pèlerinage, qui a distribué tellement d'or en Égypte, dans certaines chroniques arabes, tellement distribué de l'or que le cours de l'or a dû baisser pendant 20 ans en Égypte. Il lit ces chroniques, il dit je vais islamiser le Songhai. Il vient avec le Pacha Jouder, il trouve des mosquées, il trouve des lieux de culte, il trouve du Coran, etc. Tout ce qu'il a pu faire, bon, à part saccager cette ville-là, c'est pourquoi Tombouctou m'est revenu comme une piqûre de rappel. Tout ce qu'il a pu faire, c'est d'extrader avec lui, d'amener avec lui quelqu'un qu'il considérait comme un esclave, peut-être infirme, sur son chameau, il l'amène à Marrakech. Arrivé à Marrakech, celui-là lui dit, mais est-ce qu'il y a des bibliothèques dans cette ville? Tiens, c'est qui cet esclave qui nous demande des bibliothèques? Il ne savait pas qu'il venait d'embarquer l'un des plus grands savants du Sahel, de cet espace-là, Ahmed Baba de Tombouctou. Et qui est resté, par contre, enseigné pendant 14 ans
à Marrakech, si l'on sait tout l'héritage culturel autour de Qadriyat et des savants marocains. Donc, pour dire que ce conflit-là ne date pas d'aujourd'hui et plonge ses racines dans un passé profond. C'est-à-dire que cette affirmation de modèle africain est notre place dans la Oumma. C'est ça qu'en est-il de notre africanité? De la même manière qu'il y a ce conflit ne concerne pas seulement les Africains. Derrière l'opposition entre les chiites et les sunnites, bon, il y a certes des arguments théologiques forgés par l'histoire et des arguments politiques autour du pouvoir politique à contrôler suite à la disparition du prophète, mais il y a la sempiternelle querelle entre les Arabes et les Persans. L'Iranien, c'est le Persan, c'est l'Ajam. Parce que comme tous les peuples dominateurs, pour les Grecs, hein, c'était la civilisation, les autres, c'était les barbares, hein, ceux qui ne savaient pas parler. Pour les Arabes, quand on prend le mot arabe, ça veut dire ceux qui s'expriment clairement, étymologiquement, et Ajam, c'est ceux qui ont la langue nouée, qui ne savent pas parler. Et le voisin le plus immédiat, c'était le Persan. Donc, vous voyez, derrière ce conflit qui est religieux, etc., il y a des soubassements culturels et historiques qu'on ne doit pas négliger. Et donc, les Africains ne sont pas dans une forme de singularité par rapport à ces rapports-là sur ce que j'appelle cette minorité numérique, mais culturellement dominante dans la sphère islamique que sont les Arabes, qui constituent à peine 20% des musulmans. Et en plein cœur du Moyen-Âge, ce débat, Ibrahim Al-Kanemi du Kanem dans l'actuel Tchad, et cela était obligé de dire que oui, il est noir, mais quand même, il peut exister, il peut penser. Ça me rappelle cette phrase-là, on n'y pense pas très souvent, quand Cheikh Amadou Bamba parlait déjà de cette... On était encore loin hein, des questions de la négritude, et lui-même il disait la noirceur de la peau ne saurait être un signe de déficit d'intellect ou de manque de compréhension, etc. Donc, ce combat a été toujours présent, c'est pas quelque chose que j'ai véritablement inventé. Et donc, une histoire avec l'islam qui date de très longtemps. Quand on parle du Sénégal dans les chroniques arabes, c'est plutôt avec l'arrivée des Almoravides autour de 1056 sur les rives du fleuve Sénégal, Lébi, fils de Waré Diabindia et fondateur, plutôt ancêtre de Ngadende, fondateur du Diola, aurait rencontré le chef des Almoravides, a fait allégeance, etc. Et des textes sont là, les textes d'Al-Bakri, les textes d'historiens arabes, qui nous disent qu'ils sont arrivés dans une ville qui était presque à l'embouchure d'un fleuve, ils ont construit la première mosquée. Et ils ont appelé la ville Dar al-Islam. Certains disent que c'est l'origine du mot Ndar. Ndar viendrait de Dar al-Islam. Donc, quelque chose de fondamental, que cet islam-là n'est pas quelque chose de nouveau en Afrique. Et que loin de nous, l'idée de rejeter le fait que l'islam fasse partie de l'héritage africain culturellement. Parce que, rappelons-nous, et on l'oublie très souvent, vous savez que l'islam est entré en Afrique avant d'arriver à Médine. C'est-à-dire que en 613, lors des persécutions sur la première communauté musulmane par les Mecquois, avant d'aller trouver refuge à Médine, plus tard en 622, ils étaient en Abyssinie, en Éthiopie, chez un roi chrétien, le Négus, que le prophète décrivait comme quelqu'un de juste et qui va les protéger, parce que c'est un disciple de Jésus. Et donc, les chroniques cas de Mosto, un voyageur portugais qui a parcouru le pays 14e, 15e siècle, qui attestait de l'existence de foyers religieux dans l'empire du Jolof avec des écoles coraniques, etc. Purgureli, l'école de Pire, à partir du XVIe siècle, jusqu'à être incendiée par les hommes de Pinet-Laprade durant la période coloniale. Et puis, donc, l'islam avec ses marabouts installés qui l'enseignaient dans les écoles coraniques, les Sérines Faktal, dans le Cayor et dans le Baol. Donc, un modèle qui est là, qui existe, qui a ses racines dans l'histoire, mais perpétué par ce qu'on appelle aujourd'hui les confréries. Les confréries qui sont arrivées chez nous plus tard. Mais pourquoi je parle de modèle? Parce que les confréries n'ont pas été jusqu'ici, en tout cas, synonymes de division des musulmans, comme on veut le décrire, en tout cas d'une guerre entre les musulmans. Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba, quand il parle de ces divergences dans Masalik al-Jinan, فَكُلُّ وِرْدٍ يُرِيدُ الْمُرِيدَ لِحَضْرَةِ اللَّهِ وَلَا الْيَحِيدَ سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطع الأسوار. Il dit tout wird que tu prends, tout tariqa conduit dans l'enceinte céleste de Dieu,
que ce soit chez Ahmed Tidiane ou chez Abdul Khadir Jilani. Donc cette diversité, Cheikh Hadj Malik a consacré le dernier chapitre de son Fakhatul Tulab, Jami' al-Maram, à un chapitre qu'il appelle Babul Firtilaf fi Turuq wal Madahib. Il dit, ce chapitre, c'est sur la divergence entre les doctrines, entre les obédiences, etc. Ce n'est pas un signe de divergence, mais un signe de diversité. Diversité des abreuvoirs face à l'unicité de la source. La source, elle est unique, mais ce sont les abreuvoirs qui sont différents. Et donc, des gens qui nous ont enseigné quand même un islam de cohabitation. Un islam de cohabitation acceptant les différences, symbolique de l'unicité de la source et de la diversité des abreuvoirs, empruntant cette image à l'image coranique concernant le prophète Moïse, qui dans le désert assoiffé avec sa communauté, Dieu lui dit de prendre son bâton et de frapper sur le rocher, et que 12 sources ont jailli au lieu d'une seule. Et le texte coranique dit, et Dieu sait pour chacun par où s'abreuver. Donc c'est cette symbolique-là, les confrères. D'ailleurs, chez Ahmed Tidiane Al Maktoum, il disait que c'est avec sa pensée éthique que c'est un signe d'ouverture. Et il disait que les confréries sont des clubs mystiques où se forment continuellement les athlètes de la religion. Et, allant beaucoup plus loin dans cette perpétuation de l'esprit d'ouverture, Cheikh Gaïndé Fatma, qui était sur la même ligne de pensée. Je cite nos auteurs-là parce que souvent, c'est comme si on avait besoin de prophètes prédicateurs qui viennent nous apprendre l'islam à découvrir avec un discours qui tiendrait beaucoup plus, qui est beaucoup plus, je veux dire, dans une banlieue parisienne ou genevoise qu'au Sénégal, où on a des ressources. Et on oublie qu'on a un patrimoine religieux construit allant avec nos cultures et qui n'ont jamais été des facteurs de déstructuration de nos sociétés, mais au contraire des facteurs de cohésion. Et que même au Sénégal, c'est allé à une certaine extrémité, de telle sorte que l'imaginaire nationaliste même est un peu confondu avec l'imaginaire religieux. Nos héros sont en même temps des religieux, mais aussi des héros historiques. Quand on parle de nos héros, on cite El Hadj Omar, on cite Serigne Touba, El Hadj Malick Sy, Cheikh Abdoulaye Niass, et j'en passe, Limamou Laye. Et donc, je pense que cet héritage-là, avec tout ce que cela dégage en termes d'enseignement, dans ce monde en crise où il y a des interrogations partout, et que, est-ce que nos réponses, nous devons les importer, comme nous importons toujours toutes les idéologies depuis dans la sphère politique, ou bien nous devons revisiter ce patrimoine religieux sénégalais, non seulement revisiter ce patrimoine, s'en inspirer pour trouver des réponses peut-être à nos angoisses existentielles, si on ose dire, mais aussi dire à la face du monde que nous aussi nous avons quelque chose. Parce que je crois, fermement, là c'est idéologique, ce n'est plus scientifique, là, c'est militant même, et j'assume. Et je crois que nous sommes dans un monde qu'on pourrait qualifier d'un marché où circulent des biens symboliques. Et que les consommateurs que nous sommes, que seront nos enfants, ne consommeront que les offres existantes qu'on aura positionnées. Est-ce que cette offre-là, nous allons la laisser enfouie dans l'histoire, dans les mémoires, dans l'oubli, ou bien cette offre-là, au moment où le monde musulman s'interroge, au moment où le monde arabe quand même, valsant très souvent entre islamisme et arabisme, on ne sait plus, entre nationalisme arabe, islamisme politique, a complètement perdu ce repère et s'est retrouvé avec un islam facteur de violence et de tuerie. Est-ce qu'il n'est pas temps que ce modèle africain-là soit brandi à la face du monde pour dire que voilà une contribution des Africains et des oulémas africains à l'inquiétude de la Oumma, ou bien devrons-nous, comme je l'ai dit très souvent, on est devant un choix qui, à mon avis, est un choix facile. Nous avons le choix soit à importer la crise, c'est-à-dire importer cet islam vécu dans la violence, destructurateur, qui détruit ce mode de vivre l'islam qui a détruit des sociétés, facteur de guerre et de violence, ou bien exporter l'alternative. Comment on a pu, de manière très pacifique, vivre un islam de manière harmonieuse sans que cette religion, bien que venant de l'étranger, ne soit pas un facteur destructeur pour nos sociétés, mais au contraire un facteur de cohésion. C'est là la question qui se pose aujourd'hui. Et quand j'en parle maintenant en tant que modèle, à l'épreuve d'un radicalisme, c'est quoi le radicalisme? Encore une fois, il ne faudra pas qu'on accepte de subir les concepts au lieu de les interroger.
vous entendez les presse occidentale, les radicaux, islamistes, djihadistes, fondamentalistes, etc. Tous ces termes-là nous sont tellement, on nous en envoie tellement de termes que nous finissons par les adopter dans un discours parfois qui n'est même pas scientifique, mais purement idéologique. Est-ce que nous ne devons pas visiter cela? Quand je parle de radicalisme, c'est quoi? C'est quoi un radical? Dans radical, il y a racine, fondamentaliste, etc. Ces termes-là que l'on emprunte de la sphère de la pensée chrétienne ou judéo-chrétienne et qu'on plaque comme étant des concepts complètement adoptés à nos réalités. La dernière fois, au plus fort du débat sur le voile en France, je suis arrivé dans un débat et c'était sur le voile et je commence par citer. Je cite, la femme doit se voiler. Si elle ne se voile pas, qu'on lui coupe les cheveux pour qu'elle se soumette à l'autorité de son maître, l'homme. On m'a dit, c'est le Coran. J'ai dit, non, c'est la Bible. Épître aux Corinthiens de Saint Paul. Pour dire quoi? Ce n'est pas pour faire de l'angélisme, c'est-à-dire comparer ce que je crois avoir de mieux dans ma religion avec ce que l'autre aurait de pire, pour me donner bonne conscience, pour dire que je suis pas mal. Non, c'est pour rappeler simplement quelque chose d'universel dans les religions et dans leur évolution. Et quand le terme, par exemple, jihad, que l'on traduit ipso facto par guerre sainte, il n'y a pas d'équivalent sémantique de guerre sainte en langue arabe. Moi, je ne le connais pas. Après, on va dire harb muqaddasa et on ne dirait pas jihad, qui a l'idée d'un effort. Le terme guerre sainte est un terme chrétien. En 1091, le pape Urbain II, dans le cadre des croisades, avait dit que c'était une guerre sainte, en envoyant ses expéditions pour reconquérir la Terre Sainte. Donc, pour dire quoi? Pour dire que maintenant, on est tellement noyé dans ces concepts que l'on a forgés ailleurs, et vous savez que l'une des armes les plus redoutables, ce sont les concepts. Il faut que nous nous débarrassions. Dernièrement, il y a un colloque à Dakar qu'on appelle la bibliothèque coloniale. Ahmed Khalifa Niasse est venu, je l'ai invité dans mon cours, il a fait une conférence extraordinaire en nous accusant d'être encore à l'école des otages. Il a raison quelque part. Bon, mais c'est-à-dire qu'il faut que nous nous débarrassions de cette bibliothèque coloniale, réinventer les concepts, en tout cas adopter des paradigmes et des concepts pour approcher nos propres sociétés. Il est temps. C'est le premier pas vers l'indépendance. C'est l'indépendance conceptuelle, l'indépendance intellectuelle. Et de la même manière que nous devons le faire par rapport à cet Occident dominateur qui nous a quand même pas mal embêtés pendant très longtemps et qui ne cesse pas encore, mais aussi par rapport à ce monde arabe auquel on doit dire la vérité. Que nous ne sommes pas d'éternels consommateurs d'idéologie, mais nous avons des alternatives à proposer. Si l'on nous considère comme des musulmans égaux à tout le monde, mais si on nous considère maintenant comme des musulmans de la périphérie, ça c'est une autre question. Et ce radicalisme, bon, défini dans les politiques chez Bentham, etc., qui avait sa signification, mais aussi, vous vous souvenez que pendant cette guerre autour de la laïcité en France, quand on disait les radicaux, c'était les gens qui étaient très attachés, ou même trop attachés à l'esprit de 1789, et dans les théories politiques. On a le terme fondamentaliste qui est plutôt dans le jargon chrétien, mais aujourd'hui, on peut parler de radicalisme. Si on parle de radicalisme, comment ce radicalisme se manifeste? Mais d'abord, je veux faire une petite description de... J'ai encore 5 minutes? De 2 à 3 minutes sur ce modèle-là. Comment se présente ce modèle? Comment on pourrait parler d'un modèle islamique sénégalais? Un modèle, dans sa majorité, confrérique, avec 2 confréries endogènes et 2 confréries exogènes. Endogène, la Mouridia. Il y a un débat, est-ce que c'est une tariqa ou bien c'est une philosophie pour revisiter l'enseignement du prophète comme il le dit, ou j'ai dit, je renouvelle comme dit Serigne Touba, ou bien la tariqa les laïens, est-ce que c'est une confrérie? D'ailleurs même, le terme confrérie, on est en train d'accepter une terminologie qui n'est pas propre au soufisme en tant que tel. La tariqa c'est la voie, la grande voie. Comparé à la charia qui est Alors, maintenant, 2 confréries endogènes et 2 confréries exogènes qui viennent de l'étranger, donc la Tijania, la Qadriya d'abord, parce que c'est l'une des premières, Abdul Qadir Jilani, Bagdad, via le Maghreb, la Mauritanie et entre le Sénégal, qui était la confrérie la plus importante pendant très longtemps dans l'histoire du Sénégal, et la Tijania de l'Algérie, mais toutes les querelles entre le berceau et le mausolée, entre l'Algérie et
En tout cas, ils font montre d'une certaine violence par rapport aux autres formes d'expression de l'islam, par rapport à ce modèle jusqu'ici dominant islamique au Sénégal. Et la preuve, la stratégie était bien déroulée. Dans les années 78, c'était un anticonfrérisme jusque dans les années 90. Bambandiaï, il faut exclure les confréries, etc. C'était très clair. Et après, ils se sont rendus compte que les confréries étaient quand même bien ancrées. On ne pouvait pas les détruire comme ça d'un revers de main. Ils ont commencé à faire de la collaboration et de l'accommodation. Ils vont au Magal de Touba. Quelqu'un me raconte la dernière fois qu'au plus fort du pouvoir d'Abdou Diouf, qui menaçait de dissoudre le mouvement éventuellement, Seri Salim Baké a entendu cela en disant comment il s'appelle. Ils ont dit ah, Ibad Rahman. Il dit ah, nous on dit ça le nom. Bon, alors. Donc, accommodation, ils vont au Magal Touba, ils vont au Gaboujoua, mais quand même, la troisième phase maintenant, c'est la phase, je crois, de récupération de l'imaginaire confrérique. Étant conscient de l'efficience de ce modèle-là, se dit vaut mieux se l'approprier en disant que Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick, Serigne Touba, Cheikh Oumar Foutiyou, Cheikh Abdoulaye Niasse, ils étaient comme nous. C'est vous qui avez dévié. Et on voit les manifestations de cette nouvelle attitude dans certaines villes comme Touba par exemple. Aujourd'hui, avec tout ce mouvement que vous entendez autour de Safinatul Aman, récemment il y avait un autre mouvement qui voulait s'en prendre à certaines personnalités qui ont mis des affiches sur Touba en disant que maintenant n'allez plus prier dans cette mosquée. Ce n'est pas une mosquée, c'est un cimetière. Il y a des mausolées. Donc la même idéologie salafiste, dans la même logique qui a poussé à la destruction des mausolées de Tombouctou, cette idéologie est bien présente. Et ils ont fait même de l'entrisme en utilisant des gens qui portent le nom Mbaké ou Si, etc., avec des financements, construction d'écoles, en épousant les contours de l'école traditionnelle, mais en enseignant autre chose. Donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu de choc de modèles religieux à l'intérieur même de notre pays qui risque parfois d'amener un certain problème au niveau de notre cohésion nationale, qui a toujours ici été un exemple. Et c'est pareil quand on voit cela, et avec maintenant en relation avec ce qui se passe dans la sous-région, encore une fois, je le dis, il ne faut pas non plus qu'on nous embrigade dans la lutte contre le terrorisme, contre les extrémistes, etc. Derrière, il y a un agenda aussi. C'est-à-dire que c'est très bizarre qu'au moment où l'Afrique qui était qualifiée il y a 20 ans avant de l'Est continent, en tout cas, le continent perdu, aujourd'hui c'est le rising continent, cette même Afrique-là, aujourd'hui, au moment où on avait des espoirs d'émergence, de développement, qui nous arrivent tous ces malheurs, Boko Haram, etc. Parfois, pour mieux comprendre ce qu'ils ont dans la tête, je dis très souvent, il faut penser à ce qu'ils ont sous les pieds. Notre sous-sol les intéresse. Et que toutes les combines sont valables aussi pour y arriver. Il ne faut pas qu'on soit naïf à côté de cela. De cette même manière qu'on doit être vigilant par rapport à cet impérialisme, ce néo-impérialisme qui ne dit pas son nom, à une recolonisation de l'Afrique, il ne faut pas non plus qu'on soit dupe par rapport à ce que j'appelle le paternalisme, lui venant d'Orient. Nous considérons éternellement comme des musulmans de seconde zone, à qui il faut enseigner l'islam véritable, quitte à se départir de notre héritage culturel. Et d'adopter un arabisme sous couvert d'islamisme, c'est là de véritables enjeux, des questions que je voulais souligner ici, soulever et pour en débattre avec vous. Et je vous remercie de votre patience, d'avoir attendu et de votre aimable attention. Merci. Alors, merci beaucoup, mon cher Bakary. Donc, comme vous l'avez vu, c'est vraiment le profil pour nous parler de ce thème-là. Et puis, je pense qu'il a abordé tous les points. Donc, ce que peut-être moi je vais ajouter, c'est que peut-être ce qu'il dit par rapport à l'islam, moi je dis, c'est peut-être par rapport aussi à la religion chrétienne, parce qu'il se passe aussi des choses en Afrique. Et puis, on a vu aussi des mouvements comme celui de Boko Haram, l'équivalent chrétien, on l'a vu en Ouganda. Des gens, au nom de la religion chrétienne, aussi tuer des gens. Donc, ce qui est valable pour les musulmans est aussi valable en Afrique pour les chrétiens. On a vu ce qui s'est passé en Centrafrique, entre musulmans. Tout ça nous interpelle. Donc, c'est aussi les Africains. Il faut aussi avoir une lecture africaine. Il y a un philosophe camerounais qui le dit. On ne peut pas lire la Bible comme si on était au bord du Jourdain. Non, quand on est en Afrique, on doit avoir une lecture africaine de la Bible aussi. C'est ça aussi. Donc, je me dis,
voilà, donc il faut que musulmans et chrétiens, que nous soyons vigilants, et puis que nous ayons comme référentiel l'Afrique d'abord, en fait. C'est très important. Donc, sans plus tarder, parce que nous avons quand même ce retard-là, je vais peut-être ouvrir la période des questions, donner la parole au public. Il faudrait peut-être faire passer une feuille, ok? Alors, ceux qui veulent intervenir vont juste marquer leur nom, et puis moi je vais les appeler. On peut commencer déjà. Oui, pour le premier, bah, c'est Mamadou Dia. Alors, est-ce que tu as le micro sans fil? Il est là. Ok, alors je peux y aller. Donc je vais commencer par remercier donc, notre conférencier, M. Bakary Samb, ainsi que l'audience ici. Je pense que voilà, je pense qu'il a traité d'un thème très pertinent. Donc je commencerai juste par peut-être réitérer certains éléments de ce thème. Donc l'islam en soi, en fait, je pense, même le terme islam modéré, c'est une redondance, ou c'est un pléonasme. Dans ce sens que l'islam en soi, Allah me dit subhanahu wa ta'ala, j'ai fait de vous une communauté de justes milliers. Donc, par essence, l'islam, c'est pas de l'extrémisme, c'est une religion par essence de modération. On disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il devait prendre une décision entre deux choses, il prenait toujours la plus facile. Donc ça, il disait yassiru wala tu'assiru. Faciliter les choses, ne les rendez pas difficiles. Donc, en ce sens, je pense que tout le monde converge que l'islam authentique, c'est la modération. Et l'islam aussi, ce n'est pas un hasard si le premier verset du Coran dit Iqra. Iqra, c'est quoi? Aller chercher la connaissance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'importance d'aller chercher la connaissance. C'est donc dire que là où il n'y a pas de connaissance, la déviance devient facile. L'extrémisme ou la croyance aveuglée devient facile. Et je pense que c'est est en train de vivre. Donc ça montre l'importance d'aller se ressourcer. Et je peux donner d'autres exemples. Allah nous dit, juste parlant de tolérance, hein, à plusieurs reprises, ces éléments sont rappelés dans le Coran. Si on va dans... si on va dans Surat al-Nahl, les abeilles, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'Allah dit? Appelle vers le droit chemin, par quoi? Par al-hikmah, qui est la sagesse. Hein? La bonne exhortation. Et là, on parle souvent que c'est les autres, les non-musulmans. Parle-leur de la façon la plus respectueuse, la plus courtoise. Donc c'est ça les enseignements de l'islam. On nous parle d'un récit où quelqu'un est venu uriner près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens allaient s'abattre sur lui. Là, il dit laissez-le. Et donc dans cet exemple, c'est un autre exemple en fait, on peut en donner plusieurs. Récemment, je lisais avec mon fils, on faisait des recherches sur la comparaison entre l'islam et le christianisme. Et un chrétien a fait un très bon site là-dessus, mais avec peut-être un peu de biais, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit que bon, il y a beaucoup de ressemblances. Il disait qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux religions, mais quand il s'agissait de parler des différences, alors il considère que le christianisme c'est le pardon, et l'islam c'est la vengeance. Et effectivement, il donnait des versets, mais sauf que le problème, il coupait ce qui ne l'arrangeait pas. Il disait par exemple la loi du talion. Si tu vas dans Surat al-Ma'ida, qu'est-ce qu'Allah dit? Al-Aïnu bil-Aïn. Il dit œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Faman tasaddaqa fahuwa kafaratullah. Mais celui qui pardonne, c'est une expiation pour lui. Donc ce monsieur dans son site a carrément enlevé ça pour montrer que l'islam c'est la vengeance, c'est la punition. Donc on peut donner bien des exemples. Tout à l'heure je disais un verset dans cette même sourate, il dit quand ils vous font du mal, vous pouvez leur faire un mal équivalent. Mais il ne s'arrête pas là, il dit mais si vous pardonnez, si vous patientez, c'est mieux pour ceux qui pardonnent. Donc pour dire que l'islam en soi, et c'est pour ça que j'ai insisté sur l'importance d'aller chercher la connaissance. Les gens qui sont nés entre, je sais pas, la Somalie ou entre, dans les années 80, qui ont vécu dans cette ambiance de guerre, c'est sûr qu'ils ne connaissent pas l'islam. Ils sont nés, ils ont été aguerris dans cette ambiance et ils sont prêts à prendre les armes pour aller justifier n'importe quelle cause. Ça, c'est normal. Et j'ai bien apprécié aussi le point qu'il a rappelé, d'être vigilant, de ne pas tomber aussi sous le piège des concepts. Parce que nous-mêmes, souvent, on se retrouve comme victimes d'un lavage de cerveau et ça nous met dans une situation de stigmatisation et de culpabilisation. Mais je pense qu'on doit être fier de notre religion. Il y a de quoi être fier de cette religion, je pense. Et effectivement, l'aspect que je n'avais pas beaucoup partagé, c'est le modèle islamique sénégalais. Je pense qu'il a bien expliqué, il s'est bien défendu.
Mais pour moi, c'est le modèle islamique en soi qui est comme ça. Nous, comme Sénégalais, je pense qu'on peut être fiers, parce qu'on a des valeurs de base, avant même l'islam, qui s'intègrent facilement et de manière très harmonieuse avec les valeurs islamiques. Mais ça reste en fait des principes de l'islam. Parlant aussi des Arabes ou des non-Arabes ou des Arabes, je pense qu'on a de quoi, Arabes ou Arabes, disons, ou Africains, à être fiers. Nous savons que Bukhari, ce n'est pas un Arabe. Ceux qui ne le savaient pas, Bukhari vient de la Russie. Samarkand, ce n'est pas un Arabe. Abu Daoud, ce n'est pas un Arabe. Même les 4 imams, il y en a certains dont l'arabité est discutable. Pour dire que donc l'islam, ce n'est pas l'apanage des Arabes, ce n'est pas le monopole des Arabes. L'islam, comme il l'a rappelé aussi dès le début, l'Afrique a contribué dans le développement de l'islam parce que c'est en Afrique qu'on trouvait refuge des premiers musulmans. Ils sont venus, c'est le novice en Abyssinie, prendre refuge, ils ont pu vivre leur religion avec toute la liberté dont ils avaient besoin. Donc je pense que l'islam en soi, c'est une religion de tolérance, c'est une religion de paix, et c'est ce que les enseignements islamiques nous apprennent. Maintenant, peut-être il y a une réalité qui est là, et cette réalité, comme certains l'ont rappelé, ce n'est pas juste les musulmans. Dans les années, pendant des décennies, la guerre entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, personne n'a insisté sur le caractère catholique ou protestant de cette guerre. On n'a pas parlé de guerre religieuse, mais quand il y a un conflit dans la zone musulmane, on met l'accent sur les musulmans. Donc ça, c'est aussi un certain, peut-être, une certaine subjectivité des médias. Je ne vais pas monopoliser la parole, je pense qu'on peut beaucoup débattre de ce thème, mais je pense qu'on a de quoi être fiers comme musulmans. Et effectivement, il ne faudra pas hésiter à condamner certains actes faits au nom de l'islam et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Un dernier point où j'aimerais peut-être revenir, je m'excuse parce que c'est de ma faute parce que je n'ai pas dit le temps qu'il fallait. Enfin, je te laisse, mais les autres vont être chronométrés. Je pense que l'islam au Sénégal a connu tout un développement, je pense, et ce développement nous a amené à un certain niveau de maturité aujourd'hui. Il a parlé d'accommodation, mais je pense que c'est une maturité. Les gens et parlant de clash de l'islam au Sénégal, ça ne date pas des années 80. Le clash de l'islam au Sénégal date bien avant. Cheikh Moussa Kamara, que vous connaissez certainement, qui a écrit Al-Haqqul Mubin, il a écrit pour dénoncer l'attaque dont lui, comme Khadr, il a été victime de la part des Tidjans. En fait, je ne dis pas ça pour parler mal de tel ou tel, mais je veux dire, c'est l'histoire. Nous avons, c'est-à-dire, un peuple, comme on dit dans le domaine de la gestion de projet où j'évolue, on parle de storming, de norming et de confirming. C'est un processus. Donc je pense qu'au Sénégal, on a connu toutes ces étapes de storming, de norming et de confirming. Donc à l'époque, il y avait ce premier clash, ça fait longtemps ça. Lui, il était en fait un cadre. Et à l'époque, c'est la Qadriya qui était au Sénégal. La Tidjani était nouvelle. Moi qui vous parle, mon père porte le nom de El Hadj Daoudeya, qui est disciple de El Hadj Malik, qui est Tidjan. Mais son père, lui, était cadre. Donc ce que les gens des années 80 ont vécu, laisser la tariqa pour aller dans tel ou tel. Disons, mon grand-père a fait la même chose en quittant son père cadre pour aller chez El Hadj Malik. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une diversité intéressante, mais en même temps, je pense que c'est un processus de développement. Ce même classe s'est répété, je pense, avec les Ibad Rahman et les Fala et les deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question peut-être en fait, de là où se retrouvent les forces qui font que les gens font des compromis. Je pense que nous sommes amenés à nous entendre, nous sommes amenés à éviter des déviations de ce qui se passe avec Boko Haram, nous sommes amenés à pouvoir vivre l'islam tel que c'était vécu au temps du prophète. Vous connaissez l'histoire de ceux qui devaient aller dans une autre localité et la prière de Asr est arrivée avant qu'ils arrivent. Je ne veux pas revenir dans les détails, mais... Je vais être obligé de vous couper. Donc, c'est obligé de vous couper. Merci beaucoup. Ok, on prend 5 minutes. Il a rappelé l'histoire de son grand-père, Daoudeya, qui est aussi le grand-père de Ali Ndiaye, donc pas du côté maternel. Alors, je connais bien votre grand-père parce que vous dites qu'il était Khadr Tidjan. Il est allé aussi rendre visite à Cheikh Ahmadou Bamba en 1912. J'ai les documents qui montrent qu'il est allé rendre visite. Donc, c'est pour dire que ces gens-là œuvraient pour l'unité du pays, en fait. Donc, c'était de ma faute, hein, parce que je n'avais pas dit le... il en a profité, quoi. Hein? C'était de ma faute. Il y a beaucoup de monde qui veut intervenir. Il n'y a pas beaucoup de monde, en fait. Mais ça lance des débats. Voilà. Je vais te donner maximum 3 minutes. 3 minutes, hein? T'as dit 5 minutes? Oui, 5. 5, c'est bon.
5, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on peut Si se mettre vous là pouvez pour- en faire 3, c'est encore mieux, mais 5 maximum, ok? Alors, je vais donner la parole à notre ami Boussa Fofana, Bala Fofana. Voilà, comme ça on va être en face du public au lieu de se retourner. 5 minutes alors. Alors, de temps en temps, je joue les modérateurs, donc je vais essayer de respecter le temps. Je vais commencer par 4 points rapidement pour faire concis. Premièrement, remercier notre invité pour le déplacement, pour sa maîtrise des faits historiques. Je suis toujours jaloux des historiens parce que je ne suis pas capable de ça. Et une belle maîtrise des textes, ce que j'apprécie énormément. Et là, je vais donner mon point de vue sur le contenu de l'exposé. Et il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et je le dis parce qu'il y a 2 choses qui font que souvent l'analyse d'une manière générale, c'est une critique que je fais à nous tous, nous intellectuels africains, c'est que notre besoin de nous affirmer. Parce que pendant longtemps, le fait d'avoir été dominé et relégué au second plan fait qu'on a tendance à peut-être vouloir tout le temps montrer que nous avons notre apport à faire. Et ça me fait peur parce que souvent ça oriente plus ou moins une approche objective. Deuxièmement, c'est notre fierté d'être sénégalais. On aime bien être une exception. Il y a 2 choses. Et partant de là, j'aimerais dire que ça biaise un peu le débat parce que pour moi, comme je ne peux pas faire un développement parce qu'avec le temps, je suis obligé d'aller point par point. Pour moi, l'islam est en soi un modèle. Il ne peut pas y avoir plusieurs modèles. L'islam, c'est croire en un Dieu unique. Et il se trouve que d'autres religions croient en un Dieu unique. C'est les 5 principes que tout le monde connaît. Et pourtant, ces 5 principes existent dans plusieurs pays du monde. C'est un livre qui a été descendu à des moments différents, dans des contextes différents. On connaît les sourates de Médine, les sourates de la Mecque, parce que je l'ai descendu de cette manière pour qu'il soit contextualisé. Et des récits de vie du prophète, qui sont les hadiths. Et tout ça, on les retrouve dans tous les pays musulmans. C'est les mêmes textes. Ce qu'il y a, c'est l'interprétation. Et donc je dis qu'il ne peut pas y avoir de... Et en plus, en dehors de ça, le Sénégal, les Sénégalais n'apportent pas plus que ça. Il n'y a pas de récit nouveau, il n'y a pas un principe nouveau qu'on rajoute. On ne change rien sur ces fondamentaux-là. Et c'est ça le modèle de base. Maintenant après, l'exception sénégalaise, et là je vais faire un peu notre fier sénégalais, la particularité sénégalaise, c'est que la société sénégalaise est une société à forte cohésion sociale. Notre identité n'est pas religieuse d'abord. Je ne suis pas sénégalais parce que je suis musulman. Je ne suis pas sénégalais parce que je suis chrétien. Un chrétien se sentirait plus sénégalais que moi, bien étant qu'il ne serait pas musulman. Notre identité est multiple et variable. Et le fait d'avoir vécu ensemble pendant des années et des années fait qu'on a un niveau de cohésion sociale tellement forte qu'on est un peuple déjà uni et assez fort. L'arrivée de l'islam, le discours radical de l'islam ne peut pas nous pénétrer. C'est ça notre force. Et c'est ça l'exception. C'est ça la particularité. C'est que nous avons des maisons, des confréries, que moi j'appelle des écoles de massification et d'éducation. Et Cheikh Ahmed Bamba l'a dit, à un moment donné, il a dit à ses disciples, ceux qui venaient pour avoir de la connaissance, j'ai fini avec vous. Par contre, ceux qui viennent pour que je les éduque, ceux, ils peuvent rester. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons des gens qui ont défini une philosophie, qui ont ouvert ces textes, qui les ont lus, compris, qui ont capté l'essence et la quintessence et l'ont intégré dans une société qui existait déjà, avec plusieurs ethnies, et c'est ça qui fait la force. Donc, face au radicalisme, pour revenir sur le sujet, face au radicalisme, notre première force et puissance, c'est notre cohésion sociale. Le fait que chez nous, être musulman ne veut pas forcément dire être sénégalais. Le fait que chez nous, on a une identité qui est plus complexe que ça, qui est plus forte que ça. Et c'est ça qui est notre force, qui est notre bouclier, notre rempart par rapport à un discours qui nous demanderait peut-être de tuer quelqu'un d'autre parce qu'il ne croit pas au même Dieu. Personne, un Sénégalais ne pourrait pas dire je vais tuer un autre Sénégalais parce qu'il n'est pas musulman. C'est cette éducation que nous avons, c'est ce terreau de cohésion d'année en année. C'est ça qui est notre force, c'est la dimension sociologique
la construction sociale, cette cohésion forte que nous avons est notre bouclier. Cependant, je vais mettre un bémol à ce bouclier. C'est une éducation. Et par essence, une éducation peut s'effriter au fil du temps. On parle de crise des valeurs. Si nous continuons à critiquer nos confrères, à ne pas reconnaître l'importance qu'ils ont de nous avoir donné ce vrai islam-là, qui n'est pas un nouveau modèle, mais de nous avoir montré le vrai islam, et qui fait qu'on a tendance à penser qu'on a un modèle. On n'a pas un modèle, on a le vrai islam chez nous, et ça, on peut être fier de le dire. Et la deuxième dimension, et je vais terminer sur ça, la question du radicalisme, au-delà de notre cohésion sociale qui est un bouclier, mais qu'on doit faire attention parce qu'il faut continuer l'éducation, ce modèle-là, cette éducation, il faut le renforcer, c'est la dimension géostratégique. N'oublions pas que notre pays, aussi, la cohésion aussi forte qu'elle est, notre État, l'État du Sénégal, fait face à un conflit casamançais qui est là. L'État n'est pas capable de régler ce conflit. Alors, comment pourrions-nous réagir si on avait ce problème-là? On sait qu'au nord, on a une république islamique du Mauritanie et on connaît les difficultés. Au Mali, qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui pourrait penser qu'une telle chose pourrait arriver au Mali? C'est pourtant arrivé. Donc, moi je dis, il y a deux choses qui sont importantes dans toute cette histoire. La cohésion sociale forte que nous devons conserver. Et c'est ça notre force. Et savoir que ça peut s'effriter et disparaître. Deuxièmement, il faut que nos États se réveillent et qu'ils comprennent qu'on ne peut pas dormir sur nos lauriers, faire le fier, l'Africain. Non, il faut qu'on soit objectif sur les réalités. Des valeurs sociales nous protègent et nos États doivent faire le nécessaire pour faire face aux dangers imminents qui sont là. Merci. Merci, Balla. Merci beaucoup. Est-ce que c'est une question à la fin? Mais est-ce que la menace, elle est là, elle est évidente. Est-ce que nous sommes menacés? Oui, on est menacé parce que mais je pense qu'il a compris. Il a compris. C'est frité, ces valeurs-là. Puis, si notre État est ferme. Merci. Je pense que Bakary a compris la question. Donc, je vais donner la parole tout de suite à notre ami Morba. Bon. Alors lui il va apporter peut-être la touche moustarchidine, hein? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je commencerai mon propos par saluer le frère Bakary et lui souligner aussi qu'on est un grand admirateur. Et je pense qu'ici, tout le monde partage cette idée, même si, comme mon professeur l'a dit, on peut ne pas partager ses idées. Et pour ne pas partager ses idées, je sais qu'il y a une question qui lui est très chère. Il en a parlé, il a essayé de brocher, je sais que c'est pour attendre des questions ou réponses, sur son positionnement entre Arabes et Africains. Je ne partage pas tout, mais je sais qu'aussi, je n'ai pas le temps d'en débattre aujourd'hui, mais je dirais que d'abord, pour le système islamique sénégalais, on a Serigne Babacar Sy, radiyallahu ta'ala anhu, qui avait dit, et ça je le cite, mais ce n'est pas pour partager, je le répète, les propos de Oustaz. Serigne Babacar Sy avait dit que eux, quand il s'agit de l'époque ancienne, ils avaient les meilleurs ailleurs. Mais quand il s'agit de l'époque contemporaine, nous avons les meilleurs ailleurs. Donc ça, c'est pour un peu participer dans la description de notre système. Pour parler du Sénégal aussi, c'est pas pour vous confronter. Pour parler du Sénégal aussi, il y a Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy, que vous avez cité tout à l'heure, qui avait dit ceci. Les Sénégalais n'ont pas besoin de tramer un complot. Pour parler à la violence et à la radicalisation, tout ça là. Les Sénégalais n'ont pas besoin de tramer un complot. Ce dont ils ont besoin, c'est la paix et la liberté de dire oui ou non quand il le faut. Et il a dit par ailleurs que je tenais tellement à ma liberté et je sais que ceux qui connaissent sa philosophie partagent ça et ont vu qu'il a développé ça dans sa vie. Parlant maintenant de la radicalisation, moi je pose la question, est-ce que c'est toujours une chose négative? Quand on parle de radicalisation, est-ce que c'est une chose négative? Quand Allah dit « Wahtasimu bihablillahi jami'an »
Mais est-ce que ceux qui s'agrippent à cette corde d'Allah, avec toute la force de leur âme, on peut considérer ça comme un problème? Je pense que non. Il y a problème seulement quand cette charge émotionnelle qu'est la passion, maintenant rime avec violence, avec ignorance et intolérance à la différence. Un autre souci, professeur, c'est, je vous demande, est-ce que cette violence-là n'est pas parfois inspirée des fondements de la religion, que ce soit le Coran ou la charia? Je vous pose la question pour que vous ayez l'occasion d'en développer, parce que Al-Coran dafa tàng. Quand vous allez dans le Coran, vous allez trouver des versets qui vont vous dire وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُ دِينًا لِلَّهِ, etc. etc. Mais on sait aussi par ailleurs que ce symbolique-là a été atténué par les propos du prophète qui avait dit que souvent, quand on revenait d'une guerre sainte, que kharajna min al-jihadil asghar ila al-jihadil akbar. Donc, j'aimerais aussi que vous développiez un peu pour nous dire quel discours attire les gens dans la radicalisation. Quel est comment dire? Parce qu'actuellement, avec ce qui se passe en Syrie, Irak, dans cette zone-là, je ne veux pas donner le Nazmatul Dawlatul Islamiyya, qu'est-ce qui attire les gens? Et ils savent, sur le plan politique et marketing, ils savent comment s'y faire. Est-ce que vous pouvez y revenir un peu, s'il vous plaît? Et puis, donc... Merci. Okay. Donc, je voulais savoir, en tant que chercheur, est-ce que vous êtes intéressé aux effets que cela peut avoir dans la conception d'un certain islam qui se veut radical? Donc, cette inspiration de l'islam, cette légitimisation de leur idéologie, quel effet ça peut avoir? Je ne partage pas, par ailleurs, l'idée selon laquelle, si le Sénégal est aujourd'hui épargné de la violence, des coups d'État, du radicalisme, c'est grâce à nos vaillants saints qui sont là. C'est une théorie qui est répandue, que si ce qui est à la frontière du Mali n'est pas entré au Sénégal, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si le professeur va m'appuyer cette fois-ci. Voilà. Inch'Allah. Donc, pourquoi? Parce que je vais respecter votre... Non, vas-y, finis avec ta dernière question. Donc, je voulais développer celui-là, mais je pense que... Parce que, je suis d'accord. Sur le plan politique et sur le plan économique, le Sénégal n'a pas une tradition de violence, mais on a une histoire de violence. Cheikh Hadj Omar Foutiyou a fait la guerre. Sur le plan politique, non, comment on les appelle, ceux qui allaient à la guerre là-bas? Les tirailleurs. Donc on connaît la violence. Et aussi, même sur le plan politique, ce qu'on a fait récemment, c'est quoi? On a donné l'exemple au Burkina et ailleurs. Donc il ne faut pas dire que oui, le Sénégal... Ce que je suis en train de dire, c'est que les germes de la radicalisation qui ont détruit le Mali et ailleurs, ces germes-là existent déjà au Sénégal. Moi, je veux dire, merci beaucoup. Vous avez soulevé quand on parlait de religion, violence, tout ça. Alors les gens font souvent cette erreur en fait. La violence n'est pas intrinsèque à la religion, elle est intrinsèque à la vie. Là où il y a vie, il y a violence. D'ailleurs, violence et vie ont la même racine latine, vis. Donc ne faites jamais l'erreur de dire que la religion, la violence est intrinsèque. C'est une erreur en fait. Il y a même avant, en plein racisme du 19e siècle en Europe, on disait aussi que les Noirs étaient génétiquement violents. Il y a des auteurs qui ont dit ça. C'est faux. La violence, elle est intrinsèque à la vie. Là où il y a vie, il y a violence. Vous n'aurez la paix que dans la tombe. Et même dans la tombe, vous n'aurez peut-être pas la paix qu'il faut. Donc il ne faut pas faire cette erreur-là. Donc elle est liée à la vie. Les philosophes disent
que les hommes veulent la concorde, mais que la nature veut la discorde. Il y aura tout le temps cela. Voilà, je voulais juste ajouter ce grain de sel parce que c'est une question un peu philosophique. Alors, je vais passer la parole à une dame, enfin, Madame Annick Diop. Bonjour, merci Monsieur Sand, merci aux organisateurs. En fait, j'ai bien aimé la mise en contexte donc, de la conférence. Ma question est la suivante. Donc, vous avez parlé des confréries, vous avez également parlé des mouvements. Oui, vous avez parlé du mouvement des Ibadur Rahman. Mais j'aimerais savoir quels sont les autres mouvements que vous identifiez au radicalisme et si on peut avoir un peu, d'après ce que j'ai compris, oui. Si je suis dans l'erreur, vous me corrigerez. Et aussi, au niveau des idéologies, en fait, les distinctions entre les mouvements. Merci. Waouh! Si tout le monde pouvait être comme elle, on aurait fini depuis longtemps la conférence. Vous êtes un modèle, Annick. Alors, on va passer la parole à Moustapha Diop. Il est là? Ah, ok. Ah, c'est un autre Moustapha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Bakary. J'ai été très content d'être ici, d'assister à cette conférence. J'ai eu l'occasion de vous regarder avec Seigneur Aziz Madialis, avec Tariq Ramadan, un débat houleux d'ailleurs. Oui. De manière générale, on apprécie très bien les positions que vous défendez. Et vous avez tout à fait raison de dire que l'Afrique noire a quelque chose à apporter en islam. Tout à l'heure, parce que malheureusement, effectivement, quand on cite les auteurs, on n'entend jamais ici dans une mosquée, si je me trompe, vous me corrigez, un imam dans n'importe quelle mosquée de Berry-UQAM, de ICQ, je ne sais pas quoi, citer un autre auteur. Les gens dont vous parlez, Bukhari, etc., ils ne sont pas arabes, certes, mais ils ne sont pas d'Afrique noire, à ma connaissance. On n'entendra jamais ici un imam parler de Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick, alors qu'aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement qu'il n'y a aucune personne qui a aussi écrit que Cheikh Ahmadou Bamba, du début du temps jusqu'à maintenant. Et dans l'avenir, je ne pense pas que quelqu'un aura le temps d'écrire autant qu'il a écrit parce qu'on a de moins en moins de temps et de possibilités d'écrire. Donc, partant de là, oui, ça pose effectivement un problème. Le fait de ne pas assumer. Cheikh Ahmadou Bamba disait dans Massalikul Jinan que vous citez tout à l'heure que Ummati kalmatar la yudri ahaduha khayrun am akhiruha. Que ma communauté c'est comme une pluie. On ne sait pas si une pluie, parfois ça peut commencer par une pluie fine, ensuite il y a l'inverse. Il disait que le prophète disait que sa communauté, on ne peut pas assumer que les premiers sont les mieux. Il est évident que le prophète a dit que parlant des générations, de manière générale, la meilleure des générations, c'est celle qui a vécu avec le prophète, ensuite les tabi'in. Donc ça c'est de manière générale. Mais de manière individuelle, quelqu'un qui sort du 20e ou 21e siècle peut être supérieur à tous les sahaba qui ont vécu avec le prophète. Et ça, il faut l'assumer, c'est une vérité. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ça, c'est une erreur monumentale. Donc ça, c'est ça le problème. Je pense qu'on doit effectivement... l'islam est général, l'islam est général et universel, mais l'apport qu'on a, c'est comme disait Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. En islam aussi, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et je pense que nous avons à apporter ce que nous avons. Parce que nos grands cheikhs, Cheikh Al-Hadji Malick, ce qu'il a écrit sur l'histoire du prophète avec son mimia, c'est fondamental. Serigne Touba Jazboul Khouloub, c'est extraordinaire. Massalikul Jinan et autres, et j'en passe. Donc je pense qu'il est très important dans ce combat, quand je parlais tout à l'heure avec Amara, qu'on avait voulu organiser cette année la prière de qualité, parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, quand tu vas dans la mosquée, à moins que tu aies fait des études arabes, j'ai eu l'occasion d'en faire, et Dieu merci, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les khutbas ici, les gens qui les comprennent, on les compte des bouts du doigt. Je pense que la communauté musulmane africaine, noire, doit quand même essayer d'être un peu indépendante de ce point de vue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il a soulevé, je ne sais pas si tu l'as dit, il a soulevé un point important. Le fait de dire que, écoute, ceux qui nous ont devancés sont meilleurs que nous. Ça, c'est avoir une mauvaise estime de soi-même que de dire ça.
Il ne faut pas penser que les autres qui étaient là étaient meilleurs que vous. Vous êtes capable aussi d'être meilleurs, aussi, d'être bons. Il y a quelqu'un qui disait que ceux qui nous ont précédés, c'est comme ils étaient des géants et nous sommes des nains assis sur leurs épaules. Les géants, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont travaillé, ils ont balisé la voie, mais nous, puisque nous sommes des nains assis sur leurs épaules, nous voyons des choses qu'eux ne voyaient pas. Donc, voilà. Donc, je voulais juste acheter ce grain de sel-là. Je crois que c'est un point important. On est capable du meilleur aussi. On est capable d'apporter quelque chose. On est capable de rebâtir les pyramides. Je le dis tout souvent à mes amis, on est capable de rebâtir les pyramides d'Égypte. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Mamadou Ba. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je vais juste essayer de ramener le débat un tout petit peu terre à terre. De cette conférence, donc on vous remercie. On remercie le regroupement. Parce qu'on n'en envoie pas tout le temps des conférences comme ça. L'objet de cette conférence, c'est la radicalisation de l'islam. On s'est rendu compte qu'il y a une radicalisation de l'islam partout, presque dans le monde, où ça devient de plus en plus universel. Le cas maintenant spécial du Sénégal, c'est pourquoi le problème ne s'est pas posé là. Effectivement, il y a d'autres qui ont posé le débat concernant la cohésion sociale. On a eu cette chance et cette responsabilité qui est aussi symbolisée par le phénomène de Yadigué. Entre telle famille et telle famille, on ne peut pas d'abord faire la différence. Vous venez dans une famille sénégalaise, vous voyez un chrétien et un musulman. Vous voyez dans une famille sénégalaise quelqu'un qui se dit que moi je suis Tidjane, l'autre qui se dit que moi je suis Mouride, même l'autre qui se dit que moi je suis un peu soufiste ou même quelque chose comme ça. Oui, on a vécu ça. On a eu la chance de fréquenter des gens, que ce soit des Tidjanes, des Mourides ou encore même des Bakambake, des Baïfal. On a eu la chance. C'est une famille, le Sénégal, ça a été une chance. C'est aussi une responsabilité, ça c'est vrai. Mais l'autre problème ici, aujourd'hui, notre problème c'est quoi? C'est la désinformation. C'est ça, l'éducation. C'est la désinformation. Quand on parle de l'islam, tout le monde, que ce soit à Radio-Canada, tout le monde dit l'islam, c'est tuer-le. Non, on le sait. Un débat comme ça, dans un cercle comme ça, le débat ne se pose pas. Notre problème c'est nous et les autres. Notre responsabilité entre nous et les autres. Quel genre d'islam on va leur dire? Mais écoutez, c'est ça l'islam. Ça c'est un deuxièmement. Vous, les intellectuels, que ce soit l'intellectuel africain ou sénégalais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aussi bien en Afrique, mais ici, aujourd'hui ici, à Washington, ici à Ottawa, aussi à Montréal. C'est ça notre problème. Mon problème c'était ça. Vous avez parlé tout à l'heure des problèmes avec l'ANSDJ. Il y a eu des conflits, même au sein de l'ICAD. Mais le problème, c'était juste un problème d'homme. Le problème a été réglé facilement, on est passé à autre chose. Et nous, quand on a dit maintenant, on voulait militer, à un moment, bon, on était venu avec notre fougue. Non, on a tout cassé. Mais après, on s'est rendu compte qu'en haut, comme l'a dit notre frère, c'est qu'en haut, ils sont tous, c'est la même famille, ils se rencontrent. Ce sont tous les grands sérieux. Chacun va rendre visite à l'autre. Ils savent que le problème c'était au niveau de la masse, ou des petits baïfas. Je vous remercie encore et j'espère que ça va être Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va... L'imam chrétien, le frère Abbé Jacques Sey. Ah oui, ça c'est un modèle aussi. C'est ça la cohésion, c'est ça. Ça c'est un modèle. D'ailleurs, il y a un fait d'histoire au Sénégal qu'on n'enseigne pas. Vers les années 1847 en Saint-Louis, il a fallu y avoir une guerre religieuse au Sénégal. Quand les musulmans ont voulu construire leur mosquée, la mosquée de Saint-Louis qu'on voit actuellement, mais il y a eu des chrétiens qui se sont opposés à cela. Il a fallu, oui, en 1847, et il a fallu que la sagesse de personnalités musulmanes comme Ndiaye Suyuti, Ahmed Ndiaye Mabé, c'est ces gens-là qui ont fait qu'il n'y a pas de guerre religieuse. D'ailleurs, il a fallu trouver un compromis. Et le compromis, c'était quoi? C'était que la mosquée, il fallait mettre une cloche dans la mosquée. Vous voyez, une cloche d'église dans la mosquée. Donc la mosquée de Saint-Louis est la seule mosquée au monde qui a une cloche d'église.
et il horloge les choses que l'on trouve. C'était ça le compromis. Il a fallu à nos ancêtres là, faire ce compromis-là pour qu'il n'y ait pas de sang versé. Et ça, on ne le raconte pas ça, mais ça, il faudrait enseigner ces choses-là. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Jean-Baptiste Ndiaye. Ouais. Ouais, merci beaucoup à Bakary. On se connaît en France, en plus on est voisins en Bourg là. Merci beaucoup, j'ai bien aimé la conférence. Moi, dans le cadre de mon travail, il m'arrive souvent de parler du Sénégal. Je travaille avec un organisme qui forme des coopérants qui vont au Sénégal. Donc je fais souvent une présentation des réalités socio-culturelles du Sénégal. Mais j'ai toujours présenté l'islam sénégalais comme j'ai même fait un terme d'islam sénégalais. Et puis un terme, une petite présentation de l'islam sénégalais. Et je l'ai toujours présenté comme un modèle. Je m'attendais à ce que Bakary le fasse de manière beaucoup plus claire. J'ai l'impression qu'il est un peu hésitant dans ce terme. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours considéré l'islam sénégalais comme un modèle. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays, je me dis, mais écoute, peut-être j'ai la chance d'avoir été catholique au Sénégal. Et ça, c'est le catholique de la petite côte qui parle. Les stagiaires qui vont au Sénégal, quand ils me posent la question de savoir, mais si je vais au Sénégal, est-ce que je dois me voiler, pourquoi je dois me comporter et tout, je sais tellement plus quoi répondre que j'ai trouvé une réponse toute faite. Je le dis, moi je viens d'un village où les musulmans et les catholiques, ont le même cimetière. Donc je crois que ça résume tout. Bien entendu, j'ai tout pensé que l'islam sénégalais, c'était l'islam sénégalais qui était en lui-même un modèle. Mais après votre intervention, je crois que je vais... je propose, c'est l'islam en tant que tel qui est un modèle. Mais ceci dit, et ce n'est pas seulement la planète de l'islam, on a parlé tout à l'heure de ce qui se passe en Ouganda, où des gens instrumentalisent la religion à d'autres fins. Et ça, c'est la planète de toutes les religions. Donc, c'est ce qu'on a fait de notre islam qui est peut-être un modèle. Et ça revient au soubassement de notre société. Donc, c'est ce qu'on en a fait qui est un modèle. Mais ceci dit, comme vous l'avez bien dit, il faut qu'on dorme sur nos lauriers. Parce que, voilà, on a encore du travail à faire, mais encore une fois, ça passe par l'éducation. Mais il ne faut pas hésiter aussi à dire que l'islam sénégalais est un modèle et nous avons quelque chose à proposer à d'autres personnes, ne serait-ce que dans ce que l'islam sénégalais a fait dans sa cohabitation avec les non-musulmans. Merci. Ok, il nous reste 3 intervenants. Je vais donner la parole à Youssou. Président, c'est bien qu'on se présente quand même. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom c'est Youssousa. Donc, je viens de la région de Québec, je reste pas à Montréal. J'ai aussi eu l'annonce de la conférence, puis comme sujet, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'ai dit comme ça me donne un coup de pouce pour pouvoir participer là-dessus. Aujourd'hui, je me dis tout simplement que j'ai une fierté et je pense que j'habite dans un pays où c'est une référence parmi tous les pays qui existent au monde. Parce que tout simplement, parlant de l'islam au Sénégal, je pense que tous nos guides religieux, ils ont fait une référence. Ils ont traversé des moments et des périodes qui ont fait à ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas avoir peur de quoi que ce soit. On devrait se dire tout simplement, même si l'Afrique brûle à cause de la religion, le Sénégal sera épargné. Parce qu'on a vécu cette histoire. Alors, mais dans l'exposé, on a vu aussi comme quoi, j'ai appris comme quoi qu'on devrait avoir peur de la situation qui passe actuellement au Mali. Ouais. Et comment on doit s'y prendre pour résoudre ce problème? Il y a des signes qui font peur aussi aujourd'hui au Sénégal. Moi, je dirais, il y a beaucoup de confréries qui existent là-bas, que ce soit à Kaolack, Touba ou Cambérène, et ainsi de suite. Puis, il y a la valorisation, chacun se veut être plus valeureux que l'autre.
Aujourd'hui, comme à Likat, si je prends l'exemple de la mosquée qui a été accaparée par les Ibadous, je sais pas. Il y a le pavillon A qui a été accaparé par les Mourides avec leur tente et ainsi de suite. Et dans chaque faculté, tu vas avoir maintenant un petit groupe où chacun va être un Djawrin ou quoi que ce soit. En tout cas, il y en a beaucoup. Et ces genres de choses aussi, ben, je dirais, c'est pas des choses qui sont appréciées par tout le monde. Et ils sont comme à la quête du besoin matériel. Comme quoi, on va organiser des activités, ils vont faire des quêtes, ils vont essayer d'amasser de l'argent, quoi que ce soit. Mais ça, je ne résume pas ça vraiment à la valeur qu'on a, comme bien à l'éthique qu'on a aujourd'hui. Et je dirais, comment nous devons-nous se prendre face à une situation pareille? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement peut nous conduire à ce qu'on doit vivre des pires moments par rapport aux autres pays? Est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs qu'on a, que ce soit toutes les ethnies qui existent au Sénégal, et puis notre cohabitation, fait à ce, quel que soit Alpha, est-ce que la religion musulmane serait toujours un modèle comme il est aujourd'hui? Est-ce que ça va continuer toujours à exister? Et merci pour votre attention. Merci Youssouf. Merci. La parole est à Oumar Niang. Ah, j'ai pas compris. C'est bon. La parole est à Amidou Diaw. Non, man, damay gàttal. Salam alaikum. Tout d'abord, je remercie le grand frère Bakary Samb. Juste parenthèse, moi j'étais mon professeur d'arabe à Lyon 2, il m'a donné un cours là, donc ça m'a fait plaisir de le recroiser à nouveau. Mais j'avais en fait trois questions là. La première, c'est que en parlant par exemple des mouvements Ibadou, je suis en train de me poser une question. Est-ce que souvent, en tout cas à l'université, là, je le dis parce que j'étais un membre actif de l'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal, et je me permets juste de faire, j'étais en train de penser à tous les gens que je connais. D'après moi, j'ai souvent certaines réactions, je le mettais sous l'angle d'une certaine fougue de jeunesse. Et je regarde les gens que je connais, et même si je vais au Sénégal, la plupart des positions qu'ils défendaient, en tout cas, ils ont mis beaucoup de l'eau dans leur bissap. Y compris moi, le premier, là, ma femme me dit tout le temps que, regarde, tu es un ancien Ibadou Boussimé. Mais je le mets souvent sous l'angle d'une certaine fougue de jeunesse, parce qu'à l'université, on est jeune. On a envie, par exemple, de se forger une certaine identité. Moi, je suis né au Fouta, là, si je vous dis ça, vous savez que probablement que connaître les marabouts, être dans la logique des confréries, j'ai grandi dans ça. Mais n'empêche, quand je suis venu à l'université, j'étais dans l'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal, qui est identifiée comme étant Ibadou. Même si je connaissais beaucoup de gens qui faisaient partie des confréries et qui sont des membres actifs de l'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal. Maintenant, je vais être beaucoup plus concret, je vais parler de stratégie. Vous êtes, on regarde souvent à la télé, je sais que votre voix compte beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour vulgariser davantage, en tout cas, ce que j'appelle les connaisseurs là. Je vais donner un exemple. Lorsque le professeur, comment il s'appelle, le Nielsen là qui est décédé récemment, Baham est décédé. Moi, j'étais agréablement surpris de voir à la télévision qu'on mettait en avant sa dimension universitaire. Et tous ces enseignements, je ne parlais même pas du côté religieux, ça me paraissait beaucoup plus très important que nous jeunes, nous Sénégalais, qu'on puisse connaître ses contributions politiques, économiques dans des universités un peu partout. Et ça, il me semble, c'est pas très connu. Là, je le vois, exemple, à travers, à côtoyant les Khadim, ils nous parlent de Seigne Moussaka, ils nous parlent de très grands savants. Et que je suis à peu près sûr, si je n'avais pas la chance de connaître des gens comme lui, peut-être que je ne les connaîtrais jamais. Il y en a beaucoup de Sénégalais comme ça. Et puis, la troisième question que je voulais poser, c'est-à-dire, je sais qu'on a un modèle sénégalais là, je sais qu'il y a un soulèvement purement social là, de l'islam. Je dis que j'habite dans un pays qui a plus de 95% de musulmans,
Mais Senghor était président du Sénégal pendant je ne sais pas combien d'années. 20 ans. Oui, pendant 20 ans. Je suis en train de me demander, au-delà de la défense de notre modèle, comment est-ce qu'on peut parvenir, c'est ça qu'il y a des enjeux géopolitiques là, je ne vais pas revenir sur des débats avec Tariq là, mais y a-t-il des points qui peuvent servir de pont entre le paternalisme que tu sembles dénoncer des fois, le paternalisme en tout cas arabe, et l'impérialisme occidental, les deux, je suis d'accord. Y a-t-il des ponts que nous, Sénégalais, qu'on peut dire que, regardez, il y a ces deux paternalismes-là, mais nous, on peut, de façon concrète, vous dire que voilà ce qu'il faut et puis qu'ils puissent nous écouter. Je sais que c'est ça ton combat, mais comment on peut le faire concrètement? Je vous remercie. Merci, Amidou. Alors, je pense qu'on a fini la série de questions, donc on va passer la parole à Bakary. Est-ce qu'il y a un dernier? Non, en fait divers. Une question fait divers ou bien... Tu peux venir, Akan. Akan. Parce qu'il y a beaucoup de questions à répondre. Ok, après tu vas rebondir là. Voilà. Ok, parfait. D'accord, si j'ai vu quoi. C'est stratégique quoi. Non, lui c'est un stratège, hein. C'est un banquier. Hein. Alors, on donne la parole à... Attention, nous sommes deux banquiers. Oh oh. T'es mal pris là. Alors la parole est à Bakary. Oui, ben je vais pas. Il y a peu de questions, hein, il y a beaucoup de remarques, etc. Voilà. Et oui, pour mon ami Mamadou Dia, hein, c'est ça. Non, j'ai commencé quand même pour apprendre des cas. Hein. Au début, hein, j'ai dit que j'étais pas là pour dire non, je place cette diversité de l'islam sénégalais dans la globalité universelle et générale de l'islam. Mais de la même manière que dans cette globalité qu'on écoute des voix persanes, des voix turques, etc., qu'on donne la possibilité d'être écouté, comme a dit. C'est tout simplement cela. Ce n'est pas une revendication ethniciste, etc. Je ne suis pas dans les théories de l'islam noir, de Vincent Monté, etc., qui nous ont fait beaucoup de mal, hein, en présentant l'islam en Afrique comme étant du folklore, etc. Non, je suis pas dans cela. Je suis pour qu'on inscrive cette particularité-là dans la globalité et qu'on l'accepte comme faisant partie de cette globalité, mais sans l'exclure, en tout cas, comme tentent de le faire certains. Oui, vous avez cité Cheikh Moussa Kamara, je suis très content d'entendre sur le Hakul Moubin, mais il a aussi écrit d'autres choses. Quand il parle d'Athar Raribin fil Jihad, mais là aussi c'est important. Pourquoi on ne fait pas entendre cette voix-là? Il dit, je pense que je l'ai cité la dernière fois, et même mon ami Tariq m'a dit c'est une belle citation. Il écrit un ouvrage dont le titre est très long. Le titre, déjà, c'est un livre. Il dit voilà. Il dit la plupart de ceux qui appellent au djihad, la première motivation, c'est d'être célèbre, qu'on parle d'eux, quoi, se faire remarquer. Au mulk al-ibad et dominer les gens, c'est-à-dire ils privilégient la domination des corps, la soumission des corps à la conquête des cœurs. Irresponsabilité. Ils s'en foutent des personnes qui meurent, qui tombent tous les jours. Mais ça, je suis en train d'écrire un ouvrage qui s'appelle Interrogation musulmane, du rêve de la Oumma au spectre du djihadisme. Bon, je trahis un peu le truc, mais j'en fais l'épilogue de mon livre en disant, mais devant toutes ces théories, etc., mais pourquoi pas montrer, dire que oui, il y a un savant sénégalais 19e qui a écrit quelque chose comme ça, qui éclaire le monde musulman en tant que tel. Et j'ai même envie de publier la version arabe au Caire. Pour dire que, pourquoi on ne vulgarise pas ça? Pourquoi nous sommes aussi toujours appelés à considérer notre production comme étant une sous-production? C'est ça. Il faut, en fait, se débarrasser de ces chaînes mentales. C'est valable aussi bien pour l'élite occidentale, etc., mais que pour l'élite aussi islamique au Sénégal, qui nourrit un certain complexe par rapport à la production d'ailleurs. Le besoin d'affirmer, non, ce n'est pas cela, la fierté d'être sénégalais. C'est vrai, après vous êtes tombé dans le travers. Hein? Oui, mais j'en profite pour répondre à des questions ultérieures. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers, ou sous nos lauriers d'ailleurs. Je crois que ces confréries sont là. Bon, on présente comme le défenseur des confréries, quoi. C'est le défenseur des confréries des villages. Quand j'écris un article, c'est bon, ouais, le défenseur des confréries. Même de la Tijani est déjà arrivé. Mais ce n'est pas ça. Je suis aussi critique avec eux, avec ces confréries. Au Forum Tijania, lors du dernier mot, je dis attention, ne dormons pas sur nos lauriers. Nous sommes là dans une logique de consommation de fierté.
et non de production d'une relecture de cet héritage. Il faut qu'on soit responsable. Nos grands-pères ont fait cela. C'est une communauté qui a vécu sa vie, mais vous aussi, ils sont responsables de leurs actes comme vous. Vous êtes responsables des vôtres. Et vous n'êtes en aucune manière responsable de ce qu'ils ont fait. Et nous, on se targue toujours que oui, mon grand-père a vu cela, etc. Et ça, je le critique. Et que les confréries sont encore un rempart. On en parle, oui, confréries comme rempart contre l'intolérance, etc. Je dis, si, il faut mettre des conditionnalités. Il faut que ces confréries-là, pour que ces confréries demeurent de véritables remparts, il faut, que ces confréries produisent une pédagogie, une nouvelle pédagogie des enseignements. C'est nos enfants qui vont grandir là. Quand on passera la journée comme dans les gamous, dans les magasins, à rencontrer, oui, il était là, après il est monté sur le bateau, bon, l'autre a sorti de l'eau, après le lion s'est plongé, etc. Ils vont dire, mais papa, ça c'est Superman. Et je vous assure. Alors, donc il nous faut véritablement une nouvelle pédagogie de cet enseignement-là. Si on continue dans cela, dans ce marché des biens symboliques, notre offre ne pourra pas être positionnée parce qu'elle n'est pas dans les standards. Donc je suis aussi critique avec les confrères. Ça c'est la modernisation du discours, une pédagogie des enseignements, mais aussi il faut que si ces confrères continuent aussi cette accointance répétitive avec le pouvoir politique jusqu'à corrompre l'enseignement des anciens, mais les gens qui ont besoin de spiritualité, les gens qui ont besoin de l'enseignement de l'islam vont aller répondre à d'autres offres. Ces offres des frères musulmans, salafistes, etc. Mais pourquoi, à votre avis, bien que je critique parfois l'orientation du discours de la part de nos amis de l'AMU, etc., pourquoi les gens vont là-bas? Parce que le discours est rationalisé. Ce que j'appelle l'islam des ingénieurs, j'ai rien contre les ingénieurs, mais les gens ont besoin de formules simples, etc. Et que malheureusement, nous passons tous les temps à dépenser beaucoup d'argent, à égorger beaucoup de bœufs et de chèvres, etc., pour raconter ce qu'ils ont fait, etc., des miracles toute la nuit, et qu'on ne produise pas un seul enseignement. Et qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, les gens sont à la recherche d'une autre offre. Ça, il faut le dire. Je suis aussi critique avec ces confréries-là, mais aussi avec les autres qui veulent maintenant, sous couvert de renouvellement ou de réforme, il appelle réforme, mais une réforme qui se fait par ce qu'Iqbal appelait, qu'on appelle une forme d'entêtement rétrospectif. Je veux évoluer, je veux réformer, mais je regarde toujours dans le rétroviseur et pas devant moi. Pourquoi toujours l'idéalisation du passé et ne pas affronter les questions de notre temps? C'est en cela que le salafisme me gêne, tout simplement. Parce que si on doit imiter les pieux anciens, comme on les appelle, mais imitons-les dans toutes leurs œuvres. Pourquoi on veut les imiter dans leur pratique et on ne veut pas les imiter dans la manière dont ils ont eu l'intelligence de leur temps et de leur réalité, et on réfléchit, on produit des modèles selon leur réalité, selon leur niveau d'entendement. Mais faisons de même pour le XXIe siècle. Nous serons de vrais salafistes. C'est-à-dire que si on s'inspire de leur enseignement, aussi inspirons de leur méthodologie. Ils ne sont pas plus aptes que nous à comprendre la réalité de notre temps. Et c'est ça qui a fait que l'islam a pu être universel. C'est-à-dire que le texte lui-même, pourquoi le texte a traversé tous ces siècles? Parce qu'en tout temps, en tout lieu, les gens ont produit une réflexion, une interprétation pour que le texte soit un texte vivant. Oui, Morba a souligné des questions très dangereuses, mais périlleuses. Là, si je retourne un peu dans l'islamologie classique, oui, je vais lui répondre par Saint Richard, parce que ça va lui faire plaisir, et moi j'adore ce penseur. Lui-même, il l'a dit, je ne suis pas dans... Lui-même, il a critiqué cette attitude de dire que, oui, nous devons tout... Notre attitude de dire que nous devons tout prendre de là-bas. Il dit, là, le Nabi, Rasulullah ma'urifat, il dit, mais si ce n'était pas le prophète qui nous a amené cet enseignement, mais on s'en fout de tout ce qui leur reste là-bas, tous leurs trucs, hospitalité, nous aussi on a les mêmes valeurs. Et oui, radicalisation, est-ce que toujours négative? C'est ça que je disais au début du propos. Parce que même ce qu'on appelle les fondamentalistes, etc., on a retrouvé dans toutes les religions, retourner au temps du prophète, etc. Mais là, je vais emprunter un concept iqbalien, c'est-à-dire que est-ce que l'islam est toujours... C'est une religion de mouvement, parce que qui a impulsé une dynamique sociale.
ils trouvent des femmes qui n'ont pas d'héritage, on s'y prend mal avec les orphelins, etc. Ils instaurent quelque chose. Ils trouvent qu'il y avait des harems de 200 femmes, bon, on limite à 4 femmes. Ils trouvent que... Mais il faut maintenant, pour être véritablement musulman, est-ce qu'il faut regarder le rétroviseur, aller vivre comme au 7e, ou bien s'inscrire dans cette dynamique de changement sociétal qu'avait impulsé le prophète et nous-mêmes changer de société? C'est ça tout le débat. Et ne pas s'inscrire dans ce qu'on appelle l'entêtement rétrospectif, quoi, regarder toujours en arrière. C'est tout un débat. Sur les versets-là, c'est vrai que si on ne faisait pas une étude critique sur les conditions de révélation, etc., les contextes, on se disait, mais tiens, ce livre est contradictoire. Ce même livre nous dit, ben, tuez-les partout, les trouvez, oui, on le trouve. Et on trouve, il n'y a pas de contrainte en religion. Là, il faut véritablement historiciser le texte. Mais malheureusement, certains musulmans vous interdisent d'historiciser le texte. Alors que si on ne le fait pas, on est mort. J'ai entendu Éric Zemmour dire quelque chose, personne n'a répondu. Parce que nous avons scié la branche sur laquelle nous étions assis. Éric Zemmour a dit ceci, en disant, oui, maintenant on me reproche d'être contre l'islam, maintenant c'est bon. J'ai fait une culture islamique pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai beaucoup lu, mais j'ai su qu'en islam, le verset qui précède, qui vient après, abroge le verset qui était là avant. Donc, si je regarde tous les versets qui disent tuer les gens, c'est les versets qui sont venus après. Donc c'est ça le vrai message de l'islam. Ah mon Dieu, c'est dangereux, mais pourquoi on n'a pas pu répondre à Éric Zemmour? Et parce qu'on a tué la personne qui avait donné la réponse en 84, c'est Mohamed Mahmoud Taha, le Soudanais, tué sous le régime Némiri, qui avait écrit le livre qui s'appelle Le deuxième message de l'islam. Hein? Mon ami Bakega, il va être très content. Le deuxième message de l'islam, c'est-à-dire qu'en disant qu'il fallait une intelligence, en disant, ok, le message de la Mecque, qui était un message très spirituel, protéger les orphelins, donner la sadaqa, être bien. Mais qu'à Médine, parfois, il y a la raison d'État. Il y a un projet politique. Est-ce que maintenant on assimile ce projet politique-là qui avait ses contingences à un message global de l'islam qu'on doit perpétuer, etc. C'est tout un débat qu'il a posé, mais qu'il a coûté la vie. Donc nous-mêmes, je crois que, sans parler de l'islam lui-même, il faut parler des musulmans. Je ne sais pas qui disait que je remercie Dieu d'avoir connu l'islam avant de connaître les musulmans. Oui. Donc ce sont les musulmans. On revient à la... Comme ceux qui critiquent. Est-ce que les marxistes ont fait ce que Marx a dit? Je ne crois pas. Donc c'est tous les... Bon, je ne pourrais pas vraiment revenir sur tout ce que tu as souligné. Oui, les saints protecteurs, moi je ne suis pas d'accord aussi. Je suis presque d'accord avec toi. On dit oui, ici, il n'y a rien qui va se passer, fidèle. Bon, qui te défie. Mais Bagdad, Abdul Khadir Jilani est là-bas. Hein? Le prophète est en Arabie Saoudite. Hein? Et tant d'autres. Donc, alors, pour Alioune Ndiaye, oui, c'est vrai que je suis dans une polarisation. C'est vrai, c'est une polarisation qui m'a beaucoup marqué. J'essaie d'en sortir. Avec un peu de mal. Mais c'est vrai qu'il y a des passerelles qui sont claires. Et même moi, c'est étonnant parce que sur le plan de la science politique, j'étais avec les meilleurs Gomez Pérez et les Marie Brossier de l'Université de Laval. Je me disais, mais la science politique française a complètement raté les études sur l'islam sénégalais en dormant sur ses lauriers, sur des paradigmes et des schèmes des années 50. Avec une dichotomie, confrérie, association islamique, alors qu'il y a toujours des passerelles. Les fondateurs du mouvement réformiste, c'est tous des fils de marabouts, issus des milieux confrères, là je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas seulement, j'oppose pas les soufis et les réformistes. Bon, c'est un procès qu'on fait, chaque fois qu'il y a un article, je vois les commentaires, et je crois comprendre d'où ça vient, mais je suis tout simplement contre le fait que quelqu'un dise, moi j'ai le bon modèle, c'est celui-là. L'autre, il est dans l'erreur, dans la bid'a, dans la etc. C'est ça que je n'aime pas. C'est pas parce que j'oppose les confréries, j'oppose les mouvements soufis, etc. Sur la composition de ce spectre de courants au Sénégal, c'est très diversifié. Il y a Ibad Rahman, que je pourrais qualifier à ses origines, notamment salafiste réformiste politisé, qui avait un projet social quand même, islamisation de la société, comme les frères musulmans. Avec une certaine stratégie. Moi, je crois qu'ils sont encore dans la stratégie. Bon, ça, c'est... et dans la taqiyya, il y a le mouvement Al-Falah, qui est plutôt d'obédience salafiste, wahhabite, influencé par l'Arabie Saoudite. Un nouveau mouvement
qui s'est inspiré de ça, l'Istiqama autour de Dr Ahmed Lo, hein, qui a été formé en Arabie Saoudite, mais qui est un peu aujourd'hui l'ambassadeur même hein, de ce wahhabisme là aussi au Sénégal et dans la sous-région, qui travaille beaucoup avec Diko, etc. Il y a cette tendance là qui dit que bon, ils ne sont pas intéressés par la politique, c'est un mouvement piétiste, retour aux sources. Mousdahir, ce sont des chiites sénégalais, avec l'imam Cheikh Aïdara, je me rappelle son nom. Il y a un nouveau mouvement qui est très intéressant, que je suis de près depuis les événements en Égypte, c'est le RIS. Je pense que qui a rendu un peu le mouvement Ibad Rahman est un peu sur la touche, dépassé par cette nouvelle génération des anciens de l'AMS qui sont retrouvés au niveau du RIS, le Rassemblement Islamique du Sénégal, beaucoup plus politisé, avec des gens qu'on a remarqué dans le mouvement Ibad Rahman au début, mais aussi de plus en plus proches des frères musulmans, avec des connexions certaines maintenant. On sait qu'entre 2008 et 2010, un certain nombre de frères musulmans sont venus au Sénégal pour la formation militante, avec ce mouvement RIS-là, qui a fait beaucoup de manifestations suite à l'éviction de Mohamed Morsi, qui a reçu une délégation des frères musulmans il n'y a pas longtemps au Sénégal. Bon, il y a plusieurs mouvements qui sont là aujourd'hui. Et c'est la richesse de l'islam au Sénégal. Je l'ai dit au début, je ne dis pas qu'il y a un modèle qui est le Sénégal, qui est différent. Non, je l'ai inscrit dans la globalité. Je pense que je ne vais pas revenir dessus. L'objet de cette conférence, bon, c'était pas bon, la radicalisation. On s'est bien compris après, j'ai compris. Jean-Baptiste Ndiaye, oui, il ne faut pas dormir sur le laurier. On disait la même chose. Il y a un article, je ne veux pas citer l'auteur, parce qu'elle a eu la gentillesse, donc elle ne voulait pas publier ça. Elle a fait toute une théorie pour dire que le Mali, c'est gagné, c'est un islam tranquille, il n'y aura jamais de problème au Mali, etc. C'était écrit en 2010-2011. Et après est arrivé ce qui est arrivé. C'est-à-dire que moi, je continue à croire que du moment que l'idée salafiste, parfois dans son inspiration wahhabite, qui a conduit à la destruction des mausolées, là je suis factuel, de Tombouctou, du moment que cette idéologie est présente chez nous, pour moi l'opérationnalité c'est une question de circonstances. Les circonstances, nous ne les maîtrisons pas. Et j'attire encore l'attention sur l'effondrement de plus en plus net de ce mythe du Sénégalais naturellement non violent. Ça n'a jamais été vrai, on a souligné. On a connu la violence. Bon, l'événement avec les Mauritaniens en 89, c'est les Sénégalais. Oui. Et celui qui est capable de se mettre, de venir devant le palais de la République et s'immoler par le feu, parce que tu n'es pas contenté de la misère sociale, mais qu'est-ce qui l'empêcherait de mettre une ceinture et d'exploser? Je ne sais pas. Et jusqu'ici, encore une fois, je le dis pour qu'on sache que je ne suis pas dans une polarisation, on met les curseurs sur les mouvements, etc., mais qui ont dénoncé complètement la violence. Ahmed Lo aussi dénonce en apparence, en tout cas, la violence. Mais jusqu'ici, c'est un paradoxe. Toutes les violences, toutes les formes de violence, d'émanation religieuse au Sénégal, jusqu'à présent, ont été le fait des confréries. Les événements de 93, les événements de 94, récemment les événements de 2012, je ne veux pas citer les mouvements, mais ont été le fait de confréries, et de meilleures confréries. Donc il faudrait aussi réinterroger ces confréries-là avec de plus en plus ce qu'on appelle, bon c'est une théorie, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on est en train d'essayer la théorie, l'effritement des autorités califales et la naissance de groupes de plus en plus marginaux avec des chefs charismatiques périphériques aux confréries, qui ont sous leur coupole des jeunes de plus en plus embrigadés sous même forme de milice. On peut aussi attendre. Qu'est-ce qui empêche, sous l'emprise de l'argent venant de je ne sais où, que ces groupes aussi sombrent dans la violence? Donc il faut vraiment relativiser et sortir de la polarisation et déplacer le curseur et ne pas dormir sur nos lauriers comme on a dit tout à l'heure. Je pense que, bon, j'ai essayé de répondre de manière ramassée comme ça, mais bon, le débat est inépuisable. Merci. Je pense qu'il y a d'autres questions. Il y a Pape John qui voulait intervenir. Non, la liste est close. Ok, je vais donner à Pape John. Ok, alors, la liste est close. Il nous reste 30 minutes, donc en fait, c'est un message que je vais vous envoyer. C'est un ami qui travaille à Radio-Canada. Elle ne veut pas citer son nom. Présentement, il est à la francophonie. Ok, mais vous connaissez Sylvie Langlois. Je vais vous lire. Parce qu'on contextualise, Amadou a essayé de le dire tantôt. Ici au Canada, il s'est passé des choses récemment. Il y a eu des jeunes, depuis leur sous-sol,
très connectés sur Internet avec les djihadistes de la Syrie, Turquie et tout, qui ont décidé un bon matin à Saint-Jean, prendre un fusil puis de tuer des militaires. Ça s'est aussi passé au palais, au Parlement, à Ottawa. J'imagine que vous étiez au courant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement virtuel, pas à mon nom, qu'on a vu sur Facebook. Tous les musulmans commencent à dire pas à mon nom. Je reviens à la question, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ici? Ok, le gouvernement a décidé, et c'est récent, de nous inviter, nous musulmans, à la table de discussion. Ça c'est récent, je ne sais pas ce que ça va donner. Et qui on invite? Dans les interventions religieuses à la télé, c'est dommage, dans les médias, tu ne verras jamais des Africains, que ce soit à Radio-Canada. Et la personne qui m'écrit, je ne voulais pas citer son nom, je veux juste le lire. Je suis désolé, je ne suis pas là en tout cas. Tu me raconteras, le sujet était très intéressant. C'est ce genre de personne que j'aimerais entendre dans les médias. C'est une journaliste qui me parle. Je dis, ok, oui. Pour que les gens arrêtent d'être ignorants et de stigmatiser la religion musulmane. Et l'exemple de cohabitation des religions au Sénégal est très parlante. Mais moi, ce qui m'amène dans tout ça, c'est qu'ils ne nous invitent pas. Oui, ils ont raison. Parce qu'on ne fait pas le travail qu'il faut. Qui a dit ça tantôt que quand on va dans les mosquées, nous on est exclus parce qu'on ne comprend rien de ce qu'ils disent. On fait semblant, on comprend que ce soit à Genève depuis, mais on ne comprend rien, on ne comprend pas arabe. Mais il faut le dire. Exactement. Alors, on ne nous invite pas parce que la masse fait toujours la force. C'est à nous de nous organiser, de peser lourd sur la balance pour qu'on puisse nous inviter. Je pense que c'est des solutions. Et de laisser des jeunes étudiants qui ont la même pensée, parce que c'est des étudiants arabes qui ont grandi ici, qui sont plus connectés à leur religion, à la religion arabe, que nous, ce que nous avons. Et oui, on doit être fier de dire qu'on a un modèle. Moi, je suis fier de le dire. On peut l'appeler autrement. Mais moi, je vais être fier de brandir qu'au Sénégal, on n'a pas de coup d'État. Et on cohabite. Musulmans, chrétiens, tchèdro, et j'ai aucun problème à le dire. Je suis sérieux. Et je suis en train de lire un livre qui est là, qui est écrit par le professeur Ndiaye. Je vais vous montrer, ça date de 2003. Ça parle du mal sénégalais. Ça dit les tchèdro, le ndjoublang, le masla. Ça parle de la violence. Donc c'est sûr que la violence, c'est pas une tradition, mais ça a été une histoire. On l'a connue. Bon, j'arrête là. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Merci, Pape. Ok, je vais donner la parole à Adama Faye. Diouf. Ah, c'est Faye Diouf là. Non, c'est pas grave, ma grand-mère se donc fait, donc je suis content. Je voulais dire quelque chose, je pense qu'il faut dire les choses telles que il y a Non, je pense qu'il y a un modèle sénégalais. Ça, on ne peut pas le nier, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc l'islam pratiqué au Sénégal, c'est ton exemple. Je veux donner... bon, moi j'ai eu la chance d'enseigner à l'université l'islam au Sénégal. Et le professeur qui m'a choisi de le faire, il m'a dit, Adama, je veux que tu fasses ce cours. Je dis, mais moi je suis spécialiste de l'islam. Donc il m'a dit, non, tu es la personne la mieux placée dans le département parce que tu viens du Sénégal et le Sénégal c'est ton exemple. Et quand je faisais le cours, j'avais que des étudiants français. Mais je vous assure, quand je donnais des exemples, vous avez cité le cas de Senghor, le cas de les faits, mais les jeunes étaient impressionnés. Ils m'ont dit que, mais monsieur, comment c'est fait que le Sénégal, donc on ne voit pas cet exemple ailleurs. Et je pense que le Sénégal, c'est ton exemple, donc c'est ton modèle. Et bon, là je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te rejoins quand tu dis qu'on doit beaucoup aux confréries. On peut critiquer les confréries et tout, mais toutes les publications qu'on a faites sur l'islam au Sénégal ont prouvé que si les Sénégalais n'ont pas déraillé, c'est à cause des confréries. Ça, on ne peut pas le nier. Donc il y a l'intelligence sénégalaise tout à l'heure qui a parlé.